Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre très particulier, dans un contexte très particulier. Le cadre c'est ma dernière semaine de vacances et le cadre il est un peu champêtre comme l'été dernier. Voilà, j'ai quand même pris la caméra, c'est une dernière semaine avant la reprise totale et définitive. J'ai pas préparé de vidéo en avance, mais j'ai quand même pris la caméra parce que je voulais vous parler de 2-3 trucs. Ce match de l'Olympique Lyonnais, peut-être qu'on fera une vidéo relative au tirage au sort de la Ligue des Champions, je crois que c'est jeudi 18h. Donc on va essayer de parler de 2-3 choses, même si la connexion internet est très douteuse. Là je m'enregistre à chaud tout de suite après le match, je sais pas combien de temps ça prendra pour être uploadé, si ça peut être uploadé, peut-être que je parle dans le vide, on verra. Mais en tout cas je voulais prendre ce petit temps pour formuler mes pensées à l'oral, même si ça me sert finalement qu'à moi, ça on verra, mais je voulais prendre ce petit temps pour essayer d'éclaircir, de mettre des mots sur ce qu'on a vu, sur les émotions qu'on ressent aussi en tant que supporter. À nouveau, voilà, c'est un débrief de supporter à chaud en vacances, bien plus qu'une froide analyse de la situation globale de l'Olympique Lyonnais. Je vais essayer d'être le plus performant possible, mais voilà, c'est un peu décousu et à chaud. Mais je voulais quand même essayer de mettre des mots sur les émotions parce que l'émotion, forcément, au sortir de la partie, elle est ultra contrastée. La déception immense de concéder encore, de lâcher encore des points en route, versus la bonne production pendant 60 minutes à peu près, voire très bonne production. Une production qui, normalement, ne doit pas te faire repartir du Parc OL avec le seul point du match nul. C'est un match qui, sur son déroulé et sur son aboutissement, sur son scénario final, me rappelle beaucoup le match contre Bordeaux. 3 partout, c'était il y a 4-5 ans maintenant, un truc comme ça, parce que j'étais avec le même groupe de potes en vacances. Même situation, on gagne 3-1 à la maison et on encaisse le but de l'égalisation à la toute fin. Ça ruine moins mes vacances que ça les ruinait à l'époque, mais c'est en grande partie parce que on peut en parler aujourd'hui et parce que je vais en parler avec vous dans le cadre de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui ressort principalement? Est-ce que c'est plutôt la satisfaction ou plutôt la déception? Je dirais plutôt la satisfaction, globalement. Je pense que forcément, on doit dire la satisfaction quand on mesure le delta, l'écart substantiel entre cette performance-là et la performance contre Angers, une semaine plus tôt. Une performance où il avait manqué à peu près tous les ingrédients d'une belle performance footballistique. Il avait manqué l'organisation, il avait manqué l'attitude, il avait manqué la justesse technique, il avait vraiment tout manqué. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'éléments positifs. Alors, j'ai essayé de me faire 2-3 petits points sur mon téléphone qui est juste ici. Les 2-3 points majeurs, je mettrai en premier le très bon choix, très bien inspiré de Peter Bosz, de mettre Paqueta ailier droit. Donc, l'OL était disposé en 4-3-3, son système classique, celui qu'on devrait voir le plus souvent au cours de la saison sous Peter Bosz. 4-3-3 avec Bruno Guimaraes en 6, en Regista, à la Busquets, Maxence Cacré et Oussama Aouar sur les 2 milieux relayeurs. Et ensuite, 3 attaquants, Toko Ekambi aile gauche, Moussa Dembélé en pointe et Lucas Paqueta aile droite. Si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'on le voit à l'Olympique Lyonnais sur cette position, dans ce rôle d'ailier droit, et je pense que c'est un choix qui a vraiment été couronné de succès. Alors globalement l'OL manque de qualité dans cette zone, c'est assez flagrant. J'avais fait une vidéo dédiée justement au recrutement d'un ailier. Si l'OL pouvait recruter un seul joueur cet été, il faudrait que ce soit un ailier, idéalement un ailier droit. Et donc là, le fait de mettre Paqueta dans cette zone, c'était super intéressant et ça a bien payé, je pense, pour plusieurs raisons. À la fois sur le volet offensif, il est un joueur qui occupe vraiment beaucoup de zones différentes. On le voit coller le long de la ligne de touche, on le voit sur l'interligne droite, le half space droit, on le voit décrocher pour participer à la relance, comme on le voit donc à la création, à la construction, comme on le voit plus tard dans le dernier tiers pour finir les actions. Je pense que voilà, la meilleure image, la meilleure expression de cette idée, c'est le but du 3-1, où il est à la fois à la construction, relais dans l'interligne et ensuite à la finition dans la surface de réparation sur cette action combinée. Mais voilà, on l'a vu à plusieurs reprises. Paqueta, ce que je disais à mes potes, c'est vraiment un joueur qui joue pour deux, qui est dans beaucoup de zones, qui a pas mal de volume aussi, même si là il a dû sortir autour de l'heure de jeu et ça a coûté très cher d'ailleurs, on va en reparler. Mais voilà, je l'ai trouvé super pertinent sur ce registre offensif parce qu'il n'est pas un pur ailier et il peut aider à faire le lien. Voilà, en décrochant ou en sollicitant des ballons un petit peu plus bas. Il n'est pas un simple ailier bloqué le long de la ligne de touche, il peut faire beaucoup plus et du coup de mon point de vue c'est assez pertinent. Il a en plus plutôt des bonnes qualités d'élimination. On a vu à un moment il a passé un petit pont même s'il n'a pas réussi à le convertir directement derrière, mais que ce soit en une touche ou même arrêté face au jeu. Ok, c'est pas un super dribbleur extrêmement percutant, il va pas faire 7 dribbles par match.
mais il est capable d'éliminer son vis-à-vis dans pas mal de situations. C'est pas un ailier de profondeur supersonique, mais voilà, dans ce dispositif, il me semblait assez soluble, assez pertinent sur la phase offensive, et ce que je trouve super intéressant, c'est aussi sur la phase défensive, sur la phase sans ballon en tout cas. Le fait de l'avoir en tant qu'ailier droit, ça permet, pour l'Olympique Lyonnais de Peter Bosz, ça permet de positionner ton meilleur presseur. Lucas Paqueta, je pense que c'est d'assez loin, ça se bat peut-être avec Maxence Cacré, mais sur les zones avancées, il est en tout cas dans le top 2 de tes presseurs à l'OL, et ça le permet de l'avoir justement naturellement sur cette position plus haute pour aller contre-presser plus efficacement, pour avoir moins de distance de course, pour être un déclencheur de pressing efficace aussi, pour sonner la charge, pour que toute l'équipe aille le suivre derrière. Et ça, on l'a vu, on l'a très très bien vu en première mi-temps, où il y a eu beaucoup de ballons grattés sur cette parcelle du terrain, dans la moitié de terrain de Clermont, côté droit, côté gauche pour eux à la relance. Voilà, il a été très efficace dans ce registre, et comme je dis, la possibilité de faire le lien avec deux zones du terrain qui se sont un petit peu trop ignorées à l'OL depuis un moment, entre ce milieu de terrain et la ligne offensive, où on n'avait pas assez de joueurs entre les lignes capables de faire le lien. Donc j'ai trouvé très bon là-dessus. Je pense qu'aussi avoir la possibilité d'avoir Paqueta, Cacré, Aouar et Bruno Guimaraes, les quatre ensemble sur le terrain, les quatre c'est sans doute dans le top 4 des meilleurs joueurs de l'OL en ce moment, peut-être top 5. Les 4 sont dans le top 5, ça c'est sûr. Et quelque part, ça vient répondre à une forme d'absurdité qui se manifestait à l'OL depuis un moment maintenant, c'est qu'à chaque match, tu étais obligé de te priver d'un de ces joueurs, même en l'absence de suspension ou de blessure. Tu es obligé de priver d'un de ces 4 dans ton 11 de départ. Et ça, voilà, c'est mieux si tu peux les avoir les 4 en même temps. Donc ça, j'aime beaucoup aussi dans la possibilité et la perspective de mettre Paqueta aile droite. De manière générale, ça, au-delà de Paqueta aile droite, c'est un autre point. Ce qui a très très bien fonctionné sur la première période, sur les 60 premières minutes, c'est un changement d'attitude substantiel, notable. On l'a vu dès le départ, c'est facilité sans doute quand tu ouvres le score au bout de 3 minutes de jeu, ça te lance bien, ça te met sur les bons rails. Mais on a vu un changement de mentalité et d'attitude qui est vraiment significatif. Même Aouar, par exemple, qui était peut-être ceux qui faisaient partie de ce ciblé par Peter Bosz sur la mentalité défaillante. Aouar en déclencheur de pressing, beaucoup plus d'efforts sans ballon, ça s'est un peu étiolé sur la suite. Mais globalement, le niveau d'investissement, d'énergie, d'attitude était bien meilleur. Dans les autres enseignements, plutôt qui peuvent rendre un petit peu plus optimiste, et c'est surtout des analyses que j'avais faites à la mi-temps, c'est le boost de confiance pour Moussa Dembélé, finalement vu l'issue. Et vu les occasions ratées en fin de partie, peut-être un petit peu moins. Mais j'avais évoqué dans le cadre d'une vidéo il y a un petit moment maintenant, j'avais parlé du fait que si l'OL veut faire une bonne saison, si l'OL veut atteindre ses objectifs, il y a un vide assez conséquent à remplir. C'est le vide de production de Memphis Depay qui finit l'année dernière avec quoi? J'ai plus exactement les stats, mais il me semble que c'est 21 buts, 14 passes décisives, ou en tout cas plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives. Voilà, ça c'est un énorme trou statistique à combler. Pour ce faire, il faut que Moussa Dembélé fasse une grande saison. Il faut une grande saison de ton numéro 9. Il faut que Moussa Dembélé fasse une saison à 20 buts ou plus en Ligue 1. Ça me semble difficile d'envisager un OL sur le podium en l'absence de cette donnée. Donc le fait que Moussa soit plutôt... il provoque son penalty, le convertit, marque un deuxième but. Alors relativement juste dans le jeu combinaison. En seconde mi-temps, beaucoup moins, même en première, il y a quelques ratés. Globalement, sa performance s'est un petit peu dégradée au fur et à mesure de la partie. Mais dans l'ensemble, en tout cas sur le début de match, c'était plutôt positif. Je pense encore que ça reste un des joueurs dont l'attitude doit progresser. J'ai souvenir notamment d'une action où ils sont à 2 sur le ballon. Je pense que c'est avec Paqueta qui la reprend. C'est en première mi-temps ou peut-être en seconde. Peut-être en seconde. C'est Paqueta qui la reprend pied gauche, c'est en seconde effectivement. À l'entrée de la surface, il a un regard un peu noir sur Paqueta, il l'aide pas à se relever, etc. Je pense qu'il peut progresser là-dessus, être un petit peu plus investi collectivement. Ça l'aidera à atteindre son total de buts. Mais globalement, plutôt une bonne chose de voir ton numéro 9 mettre un doublé, surtout vu le peu de confiance qu'il avait. Je crois qu'il n'avait pas marqué de but en compétition officielle depuis novembre dernier, en tout cas à l'OL, ça pour sûr. Et même à l'Athletic, je suis pas sûr qu'il ait marqué un but, même pas sûr du tout. Donc voilà, ça c'était plutôt une bonne chose. Et ensuite, le dernier point que je voulais évoquer sur le volet un peu positif, c'est que je réfléchissais à cette nouvelle perspective d'inclure Lucas Paqueta en tant qu'ailier droit dans un 4-3-3, et je me disais, est-ce que ça signifie que tu abandonnes la piste Shaqiri pour ton recrutement cet été? Et finalement, je pense pas. Je pense que déjà, une équipe de football performante sur une saison, c'est beaucoup plus que 11 joueurs, donc si tu peux étoffer un peu ton effectif en qualité, il faut le faire. Mais même sur l'animation
potentiel d'un 11, je me disais que au lieu d'avoir Paqueta aile droite, tu peux avoir Shaqiri aile droite, ce qui est son rôle préférentiel. Tu remets Paqueta sur son poste classique, c'est-à-dire milieu relayeur droit. Et à la place de Toko Ekambi aile gauche, là tu mets Oussem Aouar. Donc tu sors Toko Ekambi du 11, tu fais rentrer Shaqiri et tu peux avoir tout de même Bruno, Maxence, Lucas Paqueta et Oussem Aouar, Moussa Dembélé et Shaqiri en plus. Donc vraisemblablement un beau 6 de devant. Donc ce serait une possibilité pour intégrer tout de même Shaqiri. S'il devait arriver, je n'ai pas trop suivi les rumeurs depuis quelques jours, mais s'il devait arriver, ce serait une possibilité. Donc voilà en gros pour les points positifs, qui sont surtout corrélés à cette première période. Sur les points négatifs, je pense que si tu sors de ce match avec le point du match nul, malheureusement c'est que tu as manqué d'efficacité cruellement dans les deux surfaces. Dans la surface adverse, ça c'est clair et net, il y a tellement d'occasions qui doivent être converties. En seconde période, j'en compte au moins 4 qui sont énormes. Il y en a une de Kadewere, une pour Oussem Aouar où il s'en mêle un petit peu les pinceaux, avec Moussa Dembélé je crois qui les gêne, ou peut-être Toko qui les gêne. Une de Moussa qui doit convertir et une de Toko aussi. 4 énormes occasions en seconde et tu dois arriver sur cette fin de match, tu dois arriver à 4-1, peut-être même 5-1, tu dois t'épargner cette période de stress où finalement, et on voit là qu'il y a de vrais progrès à faire sur l'attitude et sur la qualité mentale, sur la résistance mentale. Cette fin de match, tu peux même la perdre. C'est ça que je veux dire. À la relance, les pieds tremblaient tellement à la fin, même à 3 partout, qu'il y a 2 relances successives qui sont faites dans les pieds de Clermontois, des situations très dangereuses dans ta surface. Voilà, ça montre qu'il y a un énorme progrès à faire là-dessus. Et tu te mets dans cette situation parce que tu convertis pas tes occasions. Donc manque d'efficacité offensive, manque d'efficacité défensive bien sûr. J'ai pas regardé les stats avancées, j'ai regardé aucune stat. Mais d'intuition, je dirais que les expected goals de Clermont sont pas très hauts. Même s'ils ont fait un bon match par ailleurs, c'est une superbe équipe. On va pas en parler beaucoup aujourd'hui parce qu'on va en reparler au cours de la saison, ça c'est certain. Mais très belle équipe qui s'est pas procuré un immense volume d'occasions, qui pourtant finit la partie avec 3 buts, c'est 3 buts encaissés en plus, déjà 7 buts cette saison pour l'OL. Et sur les expected goals against, il n'y a pas grand chose, 2 buts sur coup de pied arrêté défensif, 2 corners, c'est largement évitable. Voilà, t'as pas assez bien protégé ta surface, t'as pas assez bien conclu dans la surface adverse, et du coup tu payes ce match avec un résultat décevant alors que la physionomie était dans son ensemble favorable. Donc défensivement, j'ai encore quelques doutes. J'étais plutôt séduit par le début de match de Da Silva. Bon, la fin, on ne peut pas vraiment être convaincu, même si apparemment physiquement ça commençait à tirer. Diomandé, j'ai envie de croire beaucoup en Diomandé. Je pense qu'un défenseur central formé à l'OL a du potentiel. On voit sur certaines phases qu'il y a du vrai potentiel, notamment sur son jeu balle au pied. L'année dernière, on le voyait un peu. Maintenant, il n'y a aucun match référence pour moi pour Diomandé. Je ne suis pas convaincu vraiment pour l'instant. Il y a ce but contre son camp, il y a un manque de présence sur les duels aériens qui coûte cher, qui est dommageable. Emerson, alors c'était une des interrogations intéressantes de la partie. Emerson, je sais pas trop, je pense que si on devait lui mettre une note l'équipe, on lui mettrait 5. Peut-être 4 maintenant avec le match nul, mais 5 parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de différences faites avec ballon. Et sans ballon, il a fait partie des joueurs qui ont été un petit peu battus quand le pressing a été cassé, quand le pressing à la Peter Bosz a été cassé par Clermont sur une superbe phase de relance en première période notamment. C'était une situation à 3 contre 3 et il manquait Emerson. Si ma vision était bonne, parce qu'on a vu le match en mode pixelisé un peu. Voilà, donc ça c'était pour Emerson. Léo Dubois, j'ai trouvé plutôt correct. Je pense que ce qui est intéressant avec Léo Dubois, c'est que c'est un joueur qui se met plutôt au diapason du collectif, il va jamais faire remonter à lui tout seul le niveau du collectif, mais il est rarement en dessous des autres quand les autres font un bon match. Il est rarement le point final de tes situations quand les autres font un bon match. À l'exemple de Maxwell Cornet par exemple, dont la performance je trouve est totalement décorrélée du niveau collectif et souvent décorrélée en mal. Donc pour Dubois c'était plutôt pas mal. Et voilà, je pense qu'il y a le manque d'efficacité défensive. On a vu sur certaines situations, notamment en première période, quand le pressing était cassé, on a vu un déséquilibre qui, à mon avis, même si tu progresses collectivement, même si tu progresses individuellement sur ta ligne de 4, c'est des situations de déséquilibre qui font partie du parti pris de Peter Bosz. Le contre-pressing, le pressing, quand ça marche bien, et on a vu que ça a très bien marché, j'ai trouvé, surtout en première mi-temps, c'est un leitmotiv de cette analyse. Mais derrière, c'est vrai qu'il y avait des espaces laissés. Alors si tu remportes le match, là, 4-5-2, comme tu dois le remporter à mon avis, c'est pas grave, on passe à la suivante. Mais là, forcément, c'est un petit peu plus dommageable. Donc, il y a peut-être une marge de progression à aller chercher là-dessus, mais elle est peut-être pas énorme, elle est peut-être simplement philosophique. Après, si tu t'améliores sur le contre-pressing, mécaniquement, tu devrais limiter ce nombre de situations en déséquilibre. Voilà.
Clermont a fait un bon match, ça c'est sûr. Je pense qu'un souci quand même de cette OL, c'est que le niveau de performance a vraiment commencé à décliner à partir du moment où Peter Bosz a fait des changements. Et il y a un différentiel de qualité qui est assez fort entre les titulaires et les remplaçants. Et c'est pas pour l'isoler dans le scénario et dans le drame de ce match pour l'OL, mais notamment Thiago Mendes à la place de Bruno Guimaraes. On a vu beaucoup moins de qualité à la relance et beaucoup moins de disponibilité en fait. Ce que je lui reproche personnellement, au-delà de plein d'autres choses, c'est surtout son manque de disponibilité à la relance. Je le vois pas assez faire les courses courtes pour se proposer dans les poches d'espace, voilà, pour être une solution qui permet au bloc de progresser et de battre la pression adverse. Ça, j'ai trouvé que c'était un remplacement qui n'a pas apporté grand-chose. Kadewere, bon, on peut pas, voilà, il rate sa grosse situation, même s'il se l'emmène bien et qu'il se la crée un petit peu tout seul. Mais voilà, surtout le changement Bruno Guimaraes pour Thiago Mendes, la sortie de Paqueta. À partir de ce moment, le niveau de performance a commencé à significativement décliner et je pense que c'est un point d'alerte qui souligne à quel point il y a besoin de renfort encore. Le mercato n'est pas fini et heureusement pour l'OL. Donc voilà, gros écart de niveau entre le 11 et le 18 pour Lyon. Il faut renforcer ce collectif. Le manque d'efficacité dans les deux surfaces, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. La défense des coups de pied arrêtés, c'est un point sur lequel à mon avis tu peux progresser de manière ciblée à l'entraînement. Là, il y a vraiment un delta à aller chercher, une marge de progression à aller chercher. On avait parlé dans le cadre d'autres analyses sur une équipe de Ligue 1 qui avait déjà un bon niveau de base et en plus une bonne marge de progression. Pour l'OL, il faut essayer de convertir le plus possible ces marges de progression faciles, ces quick wins et la défense des coups de pied arrêtés. Quelque part, t'as pas d'excuse de concéder ce match nul à 3 partout quand tu prends 2 buts sur corner comme ça, même s'ils étaient bien tirés. Donc voilà en gros pour cette très très longue analyse qui peut-être ne verra jamais le jour. J'espère qu'il réussira à être uploadé. Mais voilà, on se retrouvera peut-être dans quelques jours pour une autre vidéo, si ça fonctionne. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours autant. Si vous voulez pas rater les prochaines, et notamment à mon retour de vacances, on va lancer une saison qui s'annonce assez folle. Belle saison Ligue 1 quand même, hein. Je pense qu'au-delà de la déception subjective du supporter lyonnais, il y a quand même le plaisir d'avoir vu ce match qui était objectivement super séduisant. Clermont, c'est une vraie belle équipe. Donc ça, c'était kiffant. Si vous voulez pas rater toutes ces vidéos-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne. De notre côté, on se retrouve très très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Moi, je vais rejoindre mes potes et vivre un petit peu mes vacances. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.